Bienvenue dans notre émission L'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille, votre émission sur mesure du magazine panafricain Corporate. Un magazine panafricain qui s'infiltre aujourd'hui dans les grandes décisions du développement panafricain. Et avec notre événement des Pan African Corporate Awards, nous essayons de mettre en lumière beaucoup de talents africains. Une nouvelle émission sur mesure pour le développement de l'Afrique, une émission conçue par le magazine panafricain Corporate. Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de Madame Falilatou Alessandrine Saïzonou Bédié. Merci Madame de nous recevoir. C'est un plaisir partagé. Merci. Alors, vous êtes avocate, commissaire à la Commission béninoise des droits de l'homme, vice-présidente de WILDAF Bénin, Femmes, Droits et Développement en Afrique. Alors, président du conseil d'administration de WANEP Bénin. WANEP, Réseau Ouest africain pour l'édification de la paix au Bénin. Fondatrice de l'Association des femmes avocates du Bénin. Lauréate de plusieurs prix, le prix franco-allemand des droits de l'homme, officier de l'ordre national du mérite français, et plein d'autres encore, on reviendra. Alors, vous êtes aujourd'hui top 20 Afrique Femmes Leader 2025 dans le domaine de défense des droits de la femme. Alors, aujourd'hui, les femmes africaines toujours en première ligne de la défense des droits humains. Vous êtes avocate depuis 30 ans, membre de la Commission du Béninois des droits de l'homme, fondatrice de l'Association des femmes avocates du Bénin, vice-présidente WILDAF Bénin, présidente du CA WANEP Bénin. Alors, beaucoup de prix, beaucoup de fonctions. Alors, madame, pouvez-vous nous raconter les premières influences qui vous ont conduite vers le métier d'avocate et la défense des droits humains, tout en vous présentant vous-même avant les questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Faladé. Merci pour la confiance. Je suis Saïzonou Bédié Alexandrine Falila. Tout comme vous l'avez dit, je suis avocate de profession et j'ai prêté serment depuis 1995 au barreau du Bénin. Okay. J'ai bouclé mes 30 ans de bar cette année. Intéressant. Et vous m'avez posé une question pertinente. Qu'est-ce qui m'a amené? C'est cette volonté de liberté pour les femmes qui m'a poussé à aller vers le métier d'avocat. Déjà très jeune, je prenais la défense des enfants que je voyais autour de moi maltraités et j'avais de la compassion pour ces enfants que je voyais dans la rue, des enfants qui ne se retrouvaient pas à leur place en fait, des enfants seuls. Et ça a continué, j'ai vécu des événements qui m'ont marqué. Déjà, le décès de ma mère, même si j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont soutenus, qui nous ont encadrés. Très tôt? Très tôt. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse. Okay. Mais cependant, je me dis, ce manque de ma mère, cette absence de ma mère, je l'ai senti, malgré tout ce dont j'ai besoin. Et quand je vois un enfant abandonné dans la rue, je me dis, quel est son état d'âme en ce moment? Et il y a eu des occasions, j'ai vécu des choses avec des camarades de classe où c'est des femmes qui s'est retrouvées enceintes, vivant avec ses parents, mais ses parents occupés et autres n'ont pas eu la chance de voir que leur fille était en détresse. Je me révoltais contre cette impression qu'on a de la jeune fille lorsqu'elle a pour amie des garçons, la voit souvent avec des hommes, on la traite de femme de mœurs légères. Tout ça me révoltait. Je me dis, mais pourquoi la femme ne peut pas avoir les mêmes droits que l'homme? Ouais. Et ça a continué, je mûrissais cette idée, comment faire pour améliorer les choses. Et quand j'ai eu la chance de prêter serment au barreau du Bénin, j'ai constaté très tôt que les enfants en contact avec la loi n'étaient pas protégés. Okay. Vous voyez des jeunes enfants de 9 ans, de 10 ans, mais de moins de 18 ans, enchaînés, qui sont là, assis sur les bancs du matin jusqu'au soir. Et on ne voyait aucun parent les accompagner.
Et par curiosité, j'ai suivi les audiences ou les réquisitions du ministère public. Vous avez l'impression qu'on ne parle pas d'enfants. On ne tient pas compte de la fragilité, de la vulnérabilité de ces enfants et du contexte dans lequel les enfants s'étaient pour se retrouver en conflit avec la loi. Donc, et un jour, et ça, c'est ce qui m'a vraiment marqué, je sors d'une audience, je vois une dame en sueur, pratiquement désespérée, et couchée sur le banc, à la sortie, les bancs à côté des salles d'audience. Je vais vers elle, madame, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, enfant, ah oui, c'est elle, le premier homme que j'ai connu dans ma vie, et aujourd'hui il décide de se séparer de moi. Je n'accepte pas ce divorce, je n'accepte pas ce divorce. J'ai dû expliquer difficilement à cette femme qu'il faut 2 oui pour un mariage, mais un seul non suffit pour le divorce. Vous ne voulez pas du divorce? Lui, il veut du divorce. Venez vous expliquer devant la justice et la justice va trancher. Et tout ça réuni, je me dis, mais je suis avocate. Je peux mettre ce que j'ai appris au profit de ces femmes. Parce que, comme on dit, mon peuple périt faute de connaissance. Cette dame, si elle avait eu cette connaissance, elle était accompagnée. Le choc serait amoindri, elle ne serait pas dans cet état. Parce qu'elle pouvait faire une crise de tension, se retrouver à l'hôpital. J'ai mûri la chose et je me suis ouverte à des consoeurs qui ont accepté. Et c'est ensemble que nous avons mis en place l'association des femmes avocates du Bénin. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses qui m'ont amené à aller vers ces femmes, ces enfants, surtout les personnes vulnérables. Donc, c'est un choix. Vraiment. C'est une vocation. Vraiment. Une belle histoire. Alors, comment conjuguez-vous votre vie familiale, mère de 3 enfants, avec vos grandes responsabilités nationales et internationales? Et très tôt, mon mari et moi, on s'est entendus. Heureusement que j'ai eu un mari qui fait le même métier que moi et qui connaît les difficultés de notre métier, mais il a été intransigeant. Okay. Il m'a dit, tu es mère, tu resteras mère pour tes enfants. C'est ça. Donc, par conséquent, il faut faire un choix. À 19h, je vais te voir auprès de tes enfants à la maison. Et c'est ce que nous avons respecté jusque-là. Et puis, il y a une répartition des tâches. Le matin, chacun de nous sait ce qu'il doit faire quand les enfants étaient assez jeunes. Okay. Donc, c'est la course à la montre. Mais on a pu quand même maintenir cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Aujourd'hui, ils sont grands, ils sont tous dépendants. Mais j'ai gardé ce rythme-là de travail. Je suis toujours au cabinet au plus à 7h30. Et je ne sais pas travailler tard non plus. À 18h, 19h30, j'ai ramassé mes affaires et je suis partie. Quitte à aller continuer à la maison après avoir mangé, faire ce que j'ai à faire. Wow. Donc voilà, c'est une discipline qu'on sait. Et grâce à l'homme de ma vie, on a essayé de régler les choses. Exceptionnel. Voilà. Hein? Je ne sais pas si on a réussi. C'est aux enfants de le dire, mais je pense qu'ils nous rendent bien. On va leur passer le micro pour nous donner ce beau retour-là. Ouais. Alors, vous êtes aujourd'hui commissaire à la Commission béninoise des droits de l'homme. Quels sont les dossiers prioritaires qui retiennent votre attention aujourd'hui pour avoir été là? Mais par rapport à la Commission béninoise des droits de l'homme, je tiens à rectifier que j'étais commissaire titulaire. Okay. Mais après la nouvelle équipe, je suis passée à commissaire suppléant. Donc si je dois vous dire quelque chose, c'est ce qui s'est passé au moment où j'étais membre titulaire. Okay. En fait, la commission recevait beaucoup de requêtes. Et quand vous voyez les requêtes, c'est des questions de violation des droits humains, okay, de leurs droits. C'est des atteintes à leurs droits. Et puis des questions de privation de soins. En fait, c'est des violations et surtout, c'est des femmes qui sont méprisées, des femmes qui n'ont pas le soutien du père de leurs enfants, qui se retrouvent seuls à élever des... Il y avait toute une panoplie de problèmes auxquels nous avons essayé d'apporter des solutions. Votre engagement devant
pour les droits humains, ok, vous a amené vers de grandes juridictions nationales et internationales. Comment vivez-vous cette responsabilité? Comme vous l'avez dit, c'est beaucoup de responsabilités. Vous savez, à cœur vaillant, rien n'est impossible. J'ai décidé. On ne m'a pas obligé. C'est un choix, c'est une vocation. Donc, quand je prends un dossier, je le prends déjà de manière technique et je le plaide au plan technique, mais également je mets pas mes sentiments nécessaires, mais je mets de l'émotion dans ce que je dis pour pouvoir convaincre le juge que j'ai devant moi. Et par rapport à mes dossiers, on peut vous le dire, je ne négocie pas. Ok. Je ne négocie pas et pour moi c'est un principe. Je peux perdre un dossier au fond, mais pas sur la forme. Super. Parce que j'ai eu le temps de peaufiner, de lire mon dossier et de décider de la procédure à engager. Donc je suis très, très rigoureuse par rapport à ça. Quelle avancée majeure observez-vous au Bénin aujourd'hui en matière de droits humains et quelles sont les urgences selon vous? Je dirais que le Bénin a avancé, sincèrement. Je vous le disais il y a 30 ans, les enfants en conflit avec la loi n'étaient pas vraiment pris en compte. Aujourd'hui, il y a des structures, il y a des tests qui les protègent. Okay. Il y a également les structures, aujourd'hui on a un code de l'enfant. Il y a 30 ans, on n'avait pas ce code, un code de l'enfant. Okay. On a des structures pour accompagner aujourd'hui les guichets de protection, uniques de protection sont partout. On a des juges, des pools de juges de mineurs aujourd'hui. Et par rapport aux femmes, vous savez, l'Institut national de la femme qui a été créé, les nouvelles lois, la trilogie des lois de 2021, il y a toute une panoplie de tests. Je ne dirais pas que tout est parfait, mais de grands bons ont été effectués. Intéressant. Alors, vous êtes fondatrice de l'Association des femmes avocates du Bénin, première structure de ce type dans le pays. Quelle bataille majeure avez-vous menée? Ah oui, la première bataille, c'est déjà contre mes confrères, les avocats hommes qui ne comprenaient pas. Vous savez, l'avocat ne fait pas de démarchage. C'est pour faire du démarchage, c'est pour aller vers les clients, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. J'ai été combattue. Mais je rends hommage à certains bâtonniers de l'ordre des avocats, et surtout un, je ne veux pas dire son nom aujourd'hui parce qu'il occupe un poste ministériel, mais c'est des gens qui ont accompagné l'association. Et par là, vous savez, une association de femmes, c'est pas facile à gérer. Ouais. Il faut essayer de concilier les choses, d'accepter ce que vous ne pouvez pas. En fait, de jouer peut-être à la diplomatie pour que l'association reste une association de femmes et une association professionnelle. Ça a été un combat, je vous dis, je suis très fière de cette association. Cette association devait exister. Super. Parce que l'avocat n'est pas un agent permanent de l'État. L'avocat vit de ses honoraires. Ouais. Pourtant, nous avons décidé de sacrifier de notre temps pour écouter, assister juridiquement et judiciairement les femmes. C'est-à-dire les conseiller et aller les défendre devant les juridictions sans prendre le moindre centime. Intéressant. Alors, et ça, c'est un choix. C'est un sacerdoce. On a décidé de le faire et on le fait. Aujourd'hui, l'association des femmes avocates a défendu plus de 5000 femmes. Plus de 6000 au-delà d'enfants. Et je suis dans ce combat tous les jours parce que j'ai la chance d'être conseil d'une structure qui ne fait que ça. Donc je suis dans cette lutte-là tous les jours. Et c'est un combat qu'on doit pouvoir rendre pérenne parce que c'est des enfants de plus en plus jeunes qui sont violés. La situation des femmes aujourd'hui, qu'elles sont beaucoup plus autonomes financièrement, on se bat pour que les femmes exercent une activité générative de revenus pour avoir les moyens, pour ne plus dépendre. Mais ça crée d'autres problèmes. Parce qu'il faut voir, ces femmes, pour exercer une activité générative de revenus, doivent sortir de leur maison. Ouais. La cellule familiale, les enfants qui sont à la maison, qui les gardent, ça pose d'autres problèmes. Il nous faut plus de garderies. Il nous faut plus, aujourd'hui, on n'a pratiquement plus d'aide ménagère.
il faut concilier tout ça. Il faut trouver des structures pour garder les enfants lorsque les femmes sont au boulot, lorsque les femmes sont à leur atelier, les femmes sont ci, les femmes sont ça. Quand les femmes, leur milieu familial, domestique, ne leur permet plus, puisque les violences sont exercées pour la plupart dans le milieu familial, dans la cellule, au niveau de la cellule familiale. Comment les récupérer un instant, les mettre quelque part, les garder, les accompagner. Et les enfants qui sont en conflit avec la loi, après avoir réglé leurs problèmes avec la justice, condamnés ou mis, il faut qu'on trouve des centres pour les garder, les suivre jusqu'à leur majorité. Et les filles victimes de violences, les filles qui étaient laissées pour compte, où on les victimisait même. Ah oui, pourquoi tu aurais dû ne pas porter cette robe courte? Pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi? Ces filles sont prises en compte aujourd'hui. Certaines sont déscolarisées tout simplement parce que leurs parents ne font plus confiance à l'enseignement. Parce que l'école qui devait être un temple de savoir et tout est devenu un lieu aussi où les enfants ne sont plus en sécurité. La route n'est plus sécurisée pour nos enfants. Donc il faut mettre les choses en place pour que une mère ou un parent, lorsqu'il envoie son enfant lui acheter du pain dans le quartier ou bien moudre le maïs, de ne pas avoir peur que le meunier l'agresse sexuellement, que dans la rue le boulanger l'agresse, ou bien rien que dans la rue un passant l'agresse. Donc c'est ensemble en fait qu'on doit pouvoir repenser la protection, la question de la protection de la femme et de l'enfant. Mais j'y crois. Un long débat. Un débat, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Si on veut, on va y arriver. En tout cas, bien sûr. Si on a les personnes comme Madame Saïzonou, Bédié Saïzonou, en tant que vice-présidente de WILDAF Bénin et la présidente du conseil d'administration de WANEP Bénin, quelles sont des actions structurantes que vous portez pour les femmes africaines aujourd'hui? Nous avons beaucoup d'ambition pour les femmes africaines et particulièrement les femmes béninoises. Mais je dis, il faut que les femmes africaines se soudent un peu plus les coudes. Il faut que les femmes puissent se parler. Il faut que les femmes s'aiment mieux. Ce qu'on appelle sororité, il faut qu'on puisse vraiment la pratiquer entre femmes. Et que les femmes, comme j'ai parlé d'entraide, lorsqu'une femme est quelque part, qu'elle pense cocher ses soeurs, ses enfants, pour que la relève soit assurée. On est trop individualiste. Et c'est ce combat que nous faisons au niveau de WILDAF, par exemple. On apprend, on est sur le plan du développement, du droit, et que les femmes connaissent mieux leurs droits. On les accompagne, on est dans le social également. Au niveau de WANEP, on a l'édification de la paix. Aujourd'hui, WANEP prend une grande place dans les questions des élections, beaucoup de sensibilisation pour que nous vivons la paix. La paix, que la paix soit garantie en tout lieu et en tout temps. Alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles les femmes africaines font encore face dans l'accès à la justice et à leurs droits fondamentaux? L'accès à la justice, on a essayé de la méconnaissance du système judiciaire. Et d'ailleurs, quand je vous parlais de l'association des femmes avocates, ça fait partie des choses que nous faisons. Parce que tous les mercredis, nous recevons les femmes pour parler, pour qu'elles posent leurs problèmes, pour leur trouver des solutions. Donc, cette méconnaissance des tests. En fait, quand un test est voté, promulgué, on essaie de sensibiliser, de vulgariser pour un certain temps et après on laisse. Mais je pense que les tests doivent être traduits dans toutes nos langues. Pour que tout le monde puisse connaître. On dit nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut porter la loi à la connaissance des gens. Quels mécanismes de protection doivent être renforcés en priorité aujourd'hui? C'est une question très vaste. Très, très vaste. Moi, je pense que nous avons les tests. Nous avons les tests. Aujourd'hui, il faut peut-être voir au niveau des nouvelles infractions qui sont nées du fait des technologies de l'information, de la communication, l'éthique. Aujourd'hui, il y a un cyber-espace où tout se fait sur les réseaux sociaux et tout. Nos tests n'ont pas vraiment pris
ça en compte, de telle sorte que l'Union africaine a trouvé utile de décider d'adopter une convention en février dernier pour renforcer l'arsenal juridique. Mais je dis, les tests que nous avons déjà au Bénin sont assez suffisants. L'article 550, ou je ne sais pas, du Code numérique déjà réprime toutes certaines infractions liées aux nouvelles technologies. Donc, l'autre défi que moi je pense, c'est la mise en place des structures, en fait, des maisons d'hôtes pour les enfants en conflit. Nous ne devons plus avoir des enfants dans la rue, des enfants dormis sous le pont, des enfants pas des enfants. Il pourrait y avoir un centre pour que ces enfants. Il n'y a pas d'enfants mauvais, d'enfants. Nous avons aujourd'hui des parents pressés, des parents qui ne sont plus présents. Mais ces enfants-là qui n'ont pas demandé à naître, il faut qu'on trouve les moyens de les récupérer, de les sauver pour qu'ils aient une enfance saine et qu'ils grandissent dans la paix. Et les enfants victimes de violences, on ne va pas les mettre tous ensemble. Donc il y a les enfants en danger, les enfants en conflit avec la loi, les enfants victimes. Il faut qu'on ait des structures pour chacun de ces enfants. Et c'est pas moi qui vote les lois. Quand vous prenez le code de l'enfant, il y a une disposition qui dit qu'au niveau de chaque département, on devait avoir un centre de sauvegarde. Et qu'on commence par là, déjà. Qu'on commence par là. Mais mon vœu le plus cher, c'est qu'on puisse savoir noter que la question des enfants n'est pas simple, elle n'est pas mineure non plus. La question des femmes non plus. Qu'on prenne ça beaucoup plus et qu'un budget conséquent soit voté pour que toutes les problématiques liées à la protection de la femme et de l'enfant puissent être prises en compte. Intéressant. Vous avez reçu le prestigieux prix franco-allemand des droits de l'homme en 2021. Quelle signification cette distinction a-t-elle pour vous aujourd'hui? Pour moi, je me dis, nul n'est prophète chez soi. Que ce que je fais au Bénin, ce n'est ni pour la gloire, ni pour la reconnaissance, mais que ce travail que je mène. Et moi-même, je ne réalise pas que je fais autant. Et que les gens me suivent, voient ce que je fais. J'ai été surprise le jour où on m'a appelé pour me dire, sur 5 femmes, on m'a dit 5, vous avez été retenues. Je dis, moi, au départ, je pensais que c'était les cybercriminels. Je voulais banaliser. Quand je suis allée sur Truecaller, j'ai vu le nom de la personne qui m'a amené. Je dis, c'est quand même une personnalité. Donc, pour moi, si je dis, cette reconnaissance-là, ça m'a donné de la force pour continuer. Et je me suis dit, écoute, que personne ne te dise que ce que tu fais est insignifiant. C'est ça. Les gens te le reconnaissent. Et là, j'ai continué. Mais moi, je suis quelqu'un de très téméraire. On ne m'a pas obligé à m'engager. Ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas parce que je n'ai rien d'autre à faire. Vous savez, le métier d'avocat est très prenant. Et je fais autre chose au-delà de ça. Je suis éditeur, si vous voulez. Parce que quand j'ai prêté serment, j'ai constaté que pour avoir les tests, côté le code pénal que nous utilisons en ce moment, il faut aller dans les cabinets des anciens bâtonniers, aller faire photocopie de photocopie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça nous coûte de pouvoir? Et j'ai commencé à mettre sous forme de recueil les tests. Je dis précurseur. J'aime bien parce que je me dis, moi je bâtis et les autres copient. Parce que c'est ce que j'ai commencé à faire ça, droit et loi, j'ai protégé la marque, mais tous les étudiants aujourd'hui, certains étudiants, quand ils sortent de l'université, ils ont fait du droit, ils n'ont rien à faire. Tous se sont mis ils font, on sort des tests par-ci, par-là. Je me dis, moi j'ai essayé. Aujourd'hui, vous voulez du code des personnes de la famille, vous savez où trouver. Vous voulez le code de l'enfant, au fur et à mesure que les tests sont votés, promulgués, moi je les mets sous forme de recueil. Et je mets ça à la disposition de la population. Je vois pourquoi il y a un grand bibliothèque ici. Donc, on partira pas mal de recueils. Hein. Ah oui, nous sommes déjà à plus de 110 recueils de tests. Des fois, vous vous demandez, mais est-ce qu'on a autant de tests au Bénin? Intéressant. On a autant de tests au Bénin. C'est pour vous dire quoi, M. Faladi, que ce que vous faites, faites-le parce que vous y croyez. C'est ça. Exactement.
C'est très important. Alors, vous avez bien dit tout ça. Quels sont les grands défis que vous souhaitez relever dans les années à venir? Le défi, c'est de voir les choses changer. Oser continuer à se battre pour que les choses changent. Le faire par conviction, comme je l'ai dit. Super. Pour que nous vivions au Bénin, particulièrement dans la paix. Pour que les femmes, les enfants du Bénin vivent dans la paix. Et que nos enfants puissent sortir, puissent jouir de leur jeunesse sans pouvoir être violés, sans qu'on leur vole leur innocence. Pour moi, les enfants, c'est quelque chose de précieux. Et je peux me sacrifier pour ça. Bravo à vous. Je n'ai pas le monopole du cœur, mais je suis mère. Vous menez le bon combat. Alors, tout droit dans la caméra, devant tout un public panafricain, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes filles juristes, militantes et futurs leaders d'Afrique? Tout droit dans la caméra. Je dirais aux femmes, à ces jeunes filles, à mes enfants, filles, nièces et tout, je dirais, femmes, lève-toi et marche. Tout simplement. Tout simplement. Merci. Parce qu'il faut vouloir savoir gérer leur vie, avoir un plan de vie et se battre pour le réaliser. Alors, votre nomination comme Top 20 Afrique cette année de Femme Leader 2025 dans votre domaine célèbre votre parcours exceptionnel. Comment accueillez-vous cette reconnaissance panafricaine? J'avoue que c'est une surprise. Et je suis reconnaissante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je continuerai le combat afin que les femmes, je puisse inspirer d'autres femmes, des jeunes, continuer à être leur mentor, à être peut-être le modèle de certaines, mais leur dire que je leur offre ma disponibilité pour les accompagner. 30 ans de parcours, c'est pas petit. On est à la fin de cette émission. Votre mot final. Je voudrais remercier M. Faladé. Ouais. Je voudrais vous remercier tout votre groupe de m'avoir identifié. Et comme je l'ai dit, je suis une femme très timide. Okay. Malgré que lorsqu'on me voit devant les juridictions, on se dit, mais c'est une tigresse. Mais je reste une femme très timide. Vous m'avez sorti de l'ombre. Je voudrais vous remercier. Je me battrai pour mériter cette confiance que vous avez placée en moi. Merci à vous pour nous avoir reçus dans vos bureaux. Merci beaucoup, M. Faladé. Et que Dieu nous prête vie et santé pour la suite. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans ce que vous faites. C'est pas facile. Pas du tout. À cœur vaillant. Je le répète, c'est la 3e fois. Rien n'est impossible. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres pour avoir suivi votre émission L'Afrique s'éveille. Une émission sur mesure sur l'Afrique, sur le développement et la mise en lumière des talents africains. Nous étions avec Madame Bédié Saizodou, qui est notre invitée de cette émission et qui est nominée Top 20 Afrique Femme Leader dans le domaine de défense des droits de la femme. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite.